Le XVIIIe siècle n'est pas seulement le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle des sociétés secrètes. Et l'essentiel des contributions à la recherche sur les mystères est dû à des francs-maçons. Ces dernières voyaient dans les mystères égyptiens un modèle, la façon dont une élite éclairée, protégée par le secret, pouvait servir et transmettre une vérité inconcevable ou dangereuse pour le peuple. J'ai rencontré à Valprivat l'abbé Karl de Nice, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'œuvre de Mozart, et plus particulièrement à sa musique religieuse, et également à l'importance de la maçonnerie dans cette œuvre. Depuis quand Mozart s'est-il intéressé à la maçonnerie? Je vais vous citer des choses précises, mais en fait, il faut se rendre compte que c'était le milieu dans lequel Mozart a vécu, dans lequel les Mozart ont vécu. Le père déjà, qui venait d'Augsbourg, mais qui s'est installé donc à Salzbourg, est devenu vice-maître de chapelle du prince archevêque. Et il y avait à Salzbourg un milieu très pénétré par les idées maçonniques et paramaçonniques. Il n'y avait pas beaucoup de loges officielles. Par contre, il y avait de très nombreuses loges paramaçonniques, en particulier celle des Illuminés, dit Illuminaten, qui était une chose qui avait été fondée en 1746 par une espèce d'hurluberlu, et on ne peut pas dire autrement, allemand, et qui avait d'abord découragé par la manière fumeuse dont il exposait ses idées la plupart de ses collaborateurs, mais dont la personnalité a dû passer à un moment donné parce que les réunions, les loges d'illuminés se sont multipliées d'abord en Bavière et puis surtout de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire dans la principauté de Salzbourg. Et le milieu dans lequel Mozart a vécu était totalement imprégné par cette spiritualité, par cette orientation. Je viens de parler des Illuminés. Il y avait à Salzbourg plusieurs groupes d'Illuminés, une organisation paramaçonnique donc, qui s'est répandue surtout à partir de 1776 en Autriche. Il y avait les loges d'Apollo, de la science, des chœurs réunis pour les femmes. C'est très important. Mozart s'est intéressé beaucoup à la maçonnerie d'adoption, c'est-à-dire la maçonnerie féminine, sans laquelle la flûte serait incompréhensible. Le prince archevêque, célèbre par la biographie mozartienne, c'est-à-dire Jérôme Colloredo, était affilié comme une partie du chapitre de la cathédrale. En particulier le comte von Spork, qui est devenu évêque de Bressano et de Brixen après, et auquel Mozart a dédié une de ses messes. Je crois que c'est la messe de son ordination épiscopale. Ces illuminés tenaient souvent leurs réunions dans le parc de Aigen, au pied du Geisberg à Salzbourg. Ils en avaient fait une sorte de forêt des dieux, avec des hôtels, des monuments funéraires, etc. Et ce parc appartenait d'ailleurs à l'un de leurs membres, von Hamann, un des amis qu'on trouve dans toute la correspondance des Mozart, en particulier le père en parle. Et la cérémonie d'initiation se passait au Hexenloch, c'est-à-dire le trou des sorcières, une grotte située dans le bas de la montagne, qui à l'époque était fermée par une porte à claire-voie. Cette entrée était flanquée de 2 colonnes soutenant un symbole des mystères d'Isis, des mystères anciens, c'est-à-dire un sphinx ailé. Et la tradition rapporte que, dès l'époque romaine, cette grotte avait servi aux fidèles de Mitra et d'Astarté. En y pénétrant, on entend une chute d'eau au fond de l'abîme. Les cérémonies d'initiation avaient lieu la nuit, et la grotte était donc éclairée par des torches. C'est tout à fait le décor de la scène des épreuves de la flûte enchantée. J'ai là une gravure. Vous voyez, vous avez là l'entrée de la grotte avec les décorations. On voit l'eau qui coule, il y a la forêt des dieux, enfin tout ça. Et il y a plus précis encore. Dans la description salzbourgeoise de 1792, Hübner précise à la page 468, là j'en prends mes notes, n'est-ce pas, que le Hofrat Ernst von Gilowski et M. von Hamann organisaient des réunions nocturnes dans cette grotte avec Mozart.
Donc 1 an après la mort de Mozart, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas affirmer sans preuve. Et c'est en toutes lettres dans le texte. Il est donc clair que c'est bien cela qui a inspiré aux musiciens la célèbre scène, mais nous savons par ailleurs qu'il n'est jamais retourné à Salzbourg. Il a été seulement au lendemain de son mariage pour la fameuse messe mineure. Il n'est donc pas retourné à Salzbourg. Par conséquent, lorsque, en 1791, on lui a fait la commande de la flûte enchantée, lorsque Schikaneder a rédigé le livret, c'est un souvenir de Salzbourg des années 1772-75 qui a commandé cette scène centrale de la flûte enchantée. Ce qu'il a fait dans la scène des épreuves, je crois que c'est incomparable. Ça a la grandeur et la majesté d'une scène initiatique. Et c'est une scène initiatique, puisque nous venons de dire ce qu'on ne sait guère, qu'en fait, c'est quelque chose que Mozart a vécu 15 ans avant d'écrire la flûte enchantée, qu'il a vécu de près à Salzbourg et qu'il a simplement transposé dans le théâtre. Depuis un certain temps, on a toujours eu tendance à situer l'intrigue dans l'Égypte ancienne. Et l'on peut tout à fait considérer la flûte enchantée comme reflétant de la façon la plus significative qui soit l'image que l'on se faisait alors de l'Égypte. Tout cela tient à l'utilisation du thème de mystère d'Isis. Isis et Osiris sont les dieux du monde de Sarastro. À 2 reprises, on les invoque dans une prière solennelle. Tamino et Pamina sont initiés au mystère d'Isis. Or, ces mystères, et c'est là une des spécificités de l'opéra, ne sont pas liés à l'Égypte ancienne. Dans l'ancien monde déjà, ils étaient répandus partout, jusqu'à Paris, qui tient son nom d'après une légende répandue du Baris, le bateau d'Isis. La flûte enchantée situait les mystères dans une contrée lointaine, indéterminée, où des prêtres se sont voués au mystère d'Isis. Avant de recevoir son titre définitif sur la liste des œuvres rédigées de la main de Mozart, le nom resta en suspens jusqu'au bout. La flûte enchantée devait s'intituler « Les mystères égyptiens ». Et de 1803 à 1827, on en donna à Paris une libre adaptation sous le titre « Le mystère d'Isis ». Fort de cet éclairage, nous pouvons maintenant revenir à la première question. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'une conversion, d'un changement de perspective interne. Les mystères sont synonymes d'initiation. Tamino doit accomplir une transformation, passer de l'état du profane à celui de l'initié. Le XVIIIe siècle n'est pas seulement le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle des sociétés secrètes. Et l'essentiel des contributions à la recherche sur les mystères est dû à des francs-maçons. Ces dernières voyaient dans les mystères égyptiens un modèle, la façon dont une élite éclairée, protégée par le secret, pouvait servir et transmettre une vérité inconcevable ou dangereuse pour le peuple. L'Égypte apparaissait comme l'image originelle d'une double culture, pour laquelle le polyhistoire Reimann inventa la notion de philosophia duplex. Toute religion a 2 visages, le visage exotérique de la religion populaire et le visage ésotérique des mystères. La religion ou philosophie ésotérique devait être pratiquée et transmise secrètement, souterrainement, de façon à éviter que les fictions constitutives de l'État n'en souffrent. Sans elles, on ne pourrait concevoir de société civile ni de système étatique organisé. Il faut donc protéger ces fictions de la vérité qui en dénoncerait le caractère illusoire. À en croire la théorie des mystères du XVIIIe siècle, et en particulier un certain Anton Kreil, un de ses représentants majeurs,
La solution adoptée par les Égyptiens pour résoudre cette difficulté est composée de 3 éléments. La création d'un ordre attaché au service et à la transmission de la vérité dangereuse pour l'État, à l'élaboration d'une écriture symbolique qui ne soit lisible que par les seuls initiés, et enfin au développement d'un art porté chez eux à la perfection, celui de la construction souterraine et de la constitution systématique d'archives, de lieux de recherche et de scènes rituelles où la religion ésotérique puisse être pratiquée à l'abri des yeux du profane. On partait du principe qu'il était absolument invraisemblable que toutes ces chambres et salles, tous ces couloirs et vestibules recouverts d'inscriptions décrits par des historiens tels Athanasius Kircher et Bernard de Montfaucon, ou découverts par les voyageurs comme Richard Pocock et Frédéric Ludwig Norden, aient servi uniquement de sépulture. La seule fonction que l'on puisse alors raisonnablement attribuer à ces installations extrêmement ambitieuses était la création d'un espace soustrait au regard du profane et réservé à la religion ésotérique. La thèse de Warburton se trouva alors définitivement validée par les découvertes de l'archéologie et la mise au jour de l'Égypte souterraine. Cet antagonisme entre religion populaire, publique et garante de la pérennité de l'État, et religion secrète, philosophique, des mystères, s'exprimait en Égypte sous la forme d'une opposition entre architecture visible et architecture souterraine. Il n'est pas besoin de décrire plus avant la fascination exercée sur les lecteurs par ce modèle d'une élite littéralement enfouie sous terre avec la tolérance de l'État et même son soutien, quand eux, pour leur part, se voyaient contraints à une forme d'immigration intérieure et devaient mettre en œuvre le projet de lumière à l'abri des loges et des sociétés secrètes. La parallèle entre les sages de l'ancienne Égypte, vénérant sous la terre le dieu des philosophes et travaillant à noblissement des métaux, d'eux-mêmes et de la société des hommes, et les francs-maçons européens mettant en œuvre dans leur loge un projet analogue, semblait si évident que les francs-maçons purent se considérer comme des héritiers de ces prêtres de l'Égypte ancienne. Mais Warburton n'en reste pas à la distinction entre religion populaire exotérique et religion ésotérique des élites. Se référant au récit des mystères d'Éleusis par Clément d'Alexandrie, il établit une distinction seconde à l'intérieur de la religion de l'élite. C'est la distinction entre petits et grands mystères. Avec cette double distinction, il pose le fondement de la théorie maçonnique des mystères, laquelle nous permet de comprendre l'intrigue de la flûte enchantée. Les francs-maçons appliquent cette distinction aux 3 grades de la loge joannique, apprenti, compagnon, maître, et au grade supérieur du système des hauts grades qui en découlent. On commence par se délivrer des illusions et fictions de la religion populaire dans lesquelles on a vécu jusqu'alors. Il s'agit d'un processus douloureux car il mène de la lumière à l'obscurité, du monde d'en haut au monde d'en bas. La lumière de la religion populaire s'avère être une lumière fallacieuse, mais elle cède la place à l'obscurité et non à la lumière véritable. Le jeune homme qui se pensait jusqu'alors en sécurité est totalement désorienté et devient un chercheur. C'est là, dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie, le terme qui désigne le néophyte qui sollicite son admission dans la loge et désire se prêter à l'initiation.
C'est le statut de Tamino lorsqu'il emprunte le chemin qui mène à la vraie lumière en passant par l'obscurité. Un chemin qui se décompose en deux phases, les petits et les grands mystères. Tout le monde est admis aux petits mystères. Il s'agit d'épreuves et d'enseignements. C'est la raison pour laquelle Papageno y participe. En revanche, l'accès aux grands mystères n'est autorisé qu'aux natures les plus fortes et les plus nobles, celles qui ont vocation à régner, et ce, à l'issue d'une longue préparation. Il s'agit là de rien de moins que d'une confrontation avec la mort. Le passage décisif et perpétuellement cité se trouve dans un fragment attribué à Plutarque. Seul celui qui a vécu cette peur de la mort est en mesure de contempler la vérité. L'âme, au moment de la mort, éprouve la même impression que ceux qui sont initiés au grand mystère. Le mot et la chose se ressemblent. On dit « teleitan » et « teleistai ». Ce sont d'abord des courses au hasard, des pénibles détours, des marches inquiétantes et sans terme à travers les ténèbres. Puis, avant la fin, la frayeur est au comble, le frisson, le tremblement, la sueur froide, l'épouvante. Mais ensuite, une lumière merveilleuse s'offre aux yeux. On passe dans les lieux purs et des prairies où retentissent les voix et les danses. Des paroles sacrées, des apparitions divines inspirent un respect religieux. Alors l'homme, dès lors parfait et initié, devenu libre et se promenant sans contrainte, célèbre les mystères, une couronne sur la tête. Il vit avec les hommes purs et saints. Ainsi, cette intrigue qui, de prime abord, semblait si contradictoire, prend tout son sens une fois qu'on la relie à la lumière de la conception des mystères de l'époque. La discontinuité apparente entre le conte de fées du début et le rituel des épreuves de la suite s'explique par le changement de perspective qu'induit le passage des illusions du monde extérieur à la vérité du monde souterrain ou du monde intérieur. Un passage que Tamino, comme le spectateur, doivent d'abord effectuer. Il reste cependant à expliquer comment Mozart et Schikaneder ont bien pu entrer en contact avec la théorie des mystères de Warburton et Meiners. Ils connaissaient le roman de Terrasson dans la traduction de Claudius, mais il n'y a pas question de l'antagonisme entre religion populaire et religion des mystères, pas plus que de la différence entre grands et petits mystères. L'énigme est vite résolue. Non seulement Mozart et Schikaneder étaient tous deux francs-maçons, même si Schikaneder ne le resta que 6 mois, puisqu'il fut ensuite exclu de sa loge de Regensburg pour ses aventures sentimentales. Mais Mozart était encore étroitement lié à une loge qui fut le haut lieu de la recherche sur les mystères entre 1782 et jusqu'à 1987, la loge zur wahren Eintracht, l'harmonie véritable, laquelle travaillait en lien avec la loge dans laquelle Mozart était entré fin 1784, la loge zur Wohltätigkeit, de la bienfaisance. La loge zur wahren Eintracht fut fondée en 1781. J'espère que vous avez reconnu Mozart au coin droite de cette peinture, n'est-ce pas? La flèche l'indique. Alors, la loge zur wahren Eintracht fut fondée en 1781 et dès 1782 dirigée par Ignaz von Born, un minéralogiste et homme de lumière réputé qui fit de cette loge une sorte d'académie des sciences et de centre de l'Aufklärung en Autriche, ainsi qu'un des hauts lieux des Illuminés.
En tant que maître de la chaire de cette loge, Born initia un projet de recherche d'envergure qui prenait pour objet l'étude systématique de tous les cultes de mystère de l'Antiquité, dont on avait connaissance à l'époque. Les résultats de ces recherches furent présentés sous forme de conférences dans ce qu'on appelait des loges d'exercice et donnèrent lieu à des publications de le journal für Freimaurer, publié par la loge. Ce programme de recherche donna naissance à non moins de 14 travaux d'importance sur les mystères antiques. Born lui-même donna le temps en publiant un traité ambitieux sur les mystères des Égyptiens. La position initiale de l'étude sur les mystères égyptiens allait de soi, dans la mesure où on les considérait comme l'origine et les modèles de tous les mystères. Il y eut ensuite des études sur les mystères perses et en particulier les mystères de Mithras, sur les mystères des Indiens, les mystères pythagoriciens, les mystères néoplatoniciens, les mystères des Kabyres, les petits mystères des Hébreux, les grands mystères des Hébreux, les mystères d'Éleusis et les mystères dionysiaques ou bachiques. En cela vinrent s'ajouter des essais d'ordre plus général portant sur l'analogie entre le christianisme de premier temps et la franc-maçonnerie, sur la magie, sur l'influence des mystères des anciens sur la fleur des nations, ainsi qu'un texte d'auteur anonyme sur la maçonnerie scientifique. Cette dernière étude mérite le plus notre attention. Elle traite, elle aussi, des mystères égyptiens, mais, contrairement aux autres, les met en relation avec des sources archéologiques. Si ce texte nous intéresse au plus haut point, c'est parce que l'on peut établir que Mozart était présent lorsque les résultats en furent présentés à la loge zur wahren Eintracht sous la forme des deux exposés. Vous avez, à gauche, vous avez la gravure qui accompagne le livret de la flûte enchantée et à droite, une gravure de Athanasius Kircher. Cette découverte que Mozart était présent et connaissait cette conférence, cette découverte ouvre des perspectives très stimulantes. Elle permet de réfléchir à l'influence que ce texte a pu avoir sur la conception de la flûte enchantée, que l'on peut interpréter à bon droit et à plus d'un titre comme un opéra duplex. Selon Anton Kreil, c'est bien, comme nous le verrons, l'auteur de cette étude, l'ordre égyptien de prêtres, je cite, semble avoir été en possession de l'ensemble des connaissances du monde primitif. Ces prêtres, et l'on a là une théorie absolument incroyable sur les formes de la culture du savoir dans l'Égypte ancienne, je cite, avaient passé la moitié de leur vie dans des cavernes souterraines et avaient une étrange passion pour l'excavation de cavernes. À 160 pieds au-dessous des pyramides se trouvaient des espaces communiquant entre eux par des couloirs. En bref, tout l'espace était occupé et traversé de grottes, de cavernes et de couloirs souterrains. Tous les jours, cite Kreil d'après un ouvrage de l'époque, les voyageurs en découvrent plusieurs de la sorte, car on en a pour l'instant découvert qu'environ 1/100. Si l'on considère cette façon d'étudier sous la terre, toujours Kreil, il ne faut pas s'étonner que les prêtres aient pris l'habitude de dissimuler toute leur science véritable ou prétendue sous un voile presque impénétrable. Pourquoi les prêtres égyptiens ont-ils tenu sur la geste secrète ? Je cite, parce que leur savoir contenait ces connaissances qui auraient pu éclairer les peuples sur des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir.
Mais en voulant transmettre tout de même ces connaissances, les Égyptiens visaient au-delà de leur propre société et envisageaient l'ensemble de l'humanité. Car, je cite Kreil, ils ne bâtissaient pas pour leur époque, pour leur nation, mais pour des millénaires, pour le genre humain. C'est pourquoi ils prirent toutes les dispositions possibles sur et sous la terre, édifièrent d'énormes masses de pierres auxquelles ils surent donner une pérennité à laquelle nous ne saurions atteindre et enfouirent leur sagesse dissimulée dans les hiéroglyphes à l'intérieur des pyramides, sur les obélisques, les plaques et les colonnes de pierre où elle fut conservée en silence. Par ailleurs, ils choisirent encore les personnes les plus droites, les plus sûres et les plus intelligentes pour pouvoir leur confier, une fois passée la formation, l'initiation, les épreuves, les initiations nécessaires, de précieux gages de leurs secrets, pour qu'ils les transmettent à la postérité. Pour ce qui est des rites, il s'agissait avant tout, je cite, par le spectacle toujours renouvelé, toujours réitéré de la mort, aboutissement de leur vie, de placer les néophytes dans cet état d'esprit plus détendu, plus égal, dans lequel on considère la valeur des choses avec davantage de sang-froid, dans lequel on devient attentif à sa vocation et apprend à connaître et à apprécier une satisfaction plus élevée. Cette pensée de la mort devait chez les impétrants être la pensée dominante, de façon à les placer dans cet état plus sublime où ils deviennent bienfaisants, non par tempérament, non par simple sympathie, mais par principe. Ce sont les mesures qu'il faut prendre lorsque l'on doit transmettre à la postérité des secrets impénétrables pour le non-initié. Et c'est aussi le plan selon lequel étaient conçus les mystères des anciens. Kreil part, je continue à citer, de l'art des précautions, des efforts inestimables grâce auxquels ils atteignirent si magistralement une partie de leur but et conclut à la valeur de l'autre moitié de leur plan, consistant à transmettre également l'esprit vivant des hiéroglyphes à une postérité plus digne à travers les mystères secrets et immortels. Il en tire, je cite, la conclusion qu'il n'est pas aberrant de penser que leur sagesse secrète existe encore de nos jours, de même que leurs pyramides, leurs obélisques et leurs sphinx. Les mystères existent encore. Même s'ils ont disparu depuis longtemps en Égypte, ils peuvent s'être repliés dans des niches et des cryptes de la mémoire humaine où on peut les retrouver au moins sous la forme de traces pour les réactiver aujourd'hui. Par exemple, dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est rien d'autre que le véhicule des mystères égyptiens dans un contexte où on les a oubliés. C'est ainsi que la grotte hermétique, grenier souterrain à savoir, et lieu de l'initiation, devient l'emblème de la sagesse secrète. On en trouve dans presque tous les jardins que les riches francs-maçons se firent faire dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Comme nous le savons par Constance, Mozart avait l'idée de fonder une société secrète pendant le nom de la grotte. Le terme de mystère, tel qu'on le trouve dans la théorie maçonnique des mystères, renvoie à des rites A, qui sont accomplis en secret, B, dont il ne faut pas parler, et C, qui exigent une initiation à laquelle seuls les initiés peuvent prendre part. Ces trois critères sont pertinents pour le rite des francs-maçons.